Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va déconstruire nos certitudes. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre sacré du développement personnel et de la stratégie d'entreprise. On va parler d'un piège mental qui nous fait croire qu'on a la recette du succès, alors qu'en fait, on est juste en train de regarder une carte incomplète. Je suis avec Thomas, notre expert en stratégie et grand amateur de mathématiques. Salut Thomas! Salut Sarah, ravi d'être là. Et oui, aujourd'hui on va parler d'un concept qui est probablement responsable de plus de faillites et d'échecs que l'incompétence elle-même. On va parler du biais du survivant. Le biais du survivant. Ça sonne un peu comme un titre de film d'horreur ou un épisode de Koh-Lanta. Mais c'est quoi exactement? C'est le fait de n'écouter que ceux qui ont survécu? C'est exactement ça. En gros, c'est une erreur logique qui consiste à se concentrer sur les personnes ou les choses qui ont passé un processus de sélection avec succès et à ignorer complètement celles qui ont échoué, tout simplement parce qu'elles ne sont plus là pour raconter leur histoire. C'est le fait de regarder les gagnants et de se dire que si on fait comme eux, on va gagner aussi. Attends, ça semble logique, non? Si je veux devenir une grande joueuse de tennis, je regarde ce que fait Serena Williams. Si je veux devenir riche, je regarde ce que fait Jeff Bezos. Pourquoi ce serait une erreur? Parce que c'est incomplet. Pour comprendre pourquoi c'est dangereux, il faut qu'on fasse un voyage dans le temps. On retourne en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. D'accord, changement d'ambiance. On est en 1943. Voilà, l'armée américaine a un gros problème. Elle envoie des bombardiers au-dessus de l'Europe, mais beaucoup se font abattre par la défense antiaérienne allemande. C'est une hécatombe. Les avions qui ont la chance de revenir à la base sont souvent dans un état catastrophique. Ils sont criblés de balles. J'imagine que l'état-major veut faire quelque chose pour protéger les pilotes et les avions. Exactement. Alors ils réunissent les ingénieurs et ils analysent les impacts de balles sur les avions qui sont rentrés. Ils font des schémas, des statistiques très précises. Et ils remarquent quelque chose de très net. Les impacts ne sont pas répartis au hasard. Ah bon? Ils sont où ces impacts? Ils sont concentrés sur les ailes, sur la queue de l'appareil et sur le fuselage central. Par contre, il y a très peu d'impact sur les moteurs ou sur le cockpit. Ok, donc la logique voudrait qu'on renforce les ailes et la queue, là où il y a le plus de trous. C'est du bon sens. Si je me fais taper dessus à un endroit, je mets une armure à cet endroit-là. C'est exactement ce que les généraux ont dit. Ils ont dit, allez, on met du blindage sur les ailes et la queue. Mais là, il y a un mathématicien hongrois du nom d'Abraham Wald qui travaillait pour le groupe de recherche statistique et il se lève et il dit stop, vous allez faire une erreur monumentale. Pourquoi? Les données étaient sous leurs yeux pourtant, les trous étaient sur les ailes. Wald leur a dit une phrase qui a tout changé. Il a dit « Le blindage ne doit pas aller là où sont les trous. Il doit aller là où il n'y a pas de trous. » Attends, je ne comprends pas. Pourquoi protéger les endroits qui n'ont pas été touchés? Parce que Wald a compris une chose fondamentale que les militaires avaient ratée. Les avions qu'ils étudiaient, c'était ceux qui étaient rentrés, ceux qui avaient survécu. Oui, et alors? Si un avion peut rentrer avec des trous plein les ailes, ça veut dire que les trous dans les ailes ne sont pas mortels. L'avion est robuste à cet endroit-là. Mais par contre, où sont les avions qui ont pris des balles dans le moteur ou dans le cockpit? Ah, ils ne sont pas rentrés. Exactement. Ils se sont écrasés. Ils sont au fond de la Manche ou dans un champ en Allemagne. L'absence de trous sur les moteurs des avions survivants ne voulait pas dire que les moteurs n'étaient jamais touchés. Ça voulait dire que quand un moteur est touché, l'avion meurt. Waouh, c'est brillant. En fait, les données manquantes, les avions disparus, c'était ça l'information cruciale. C'est ça l'effet Eureka. On ne voyait que les survivants. Et en ne regardant que les survivants, on en déduisait que le danger était sur les ailes, alors que le danger mortel, c'était le moteur. Abraham Wald a sauvé des milliers de vies en comprenant que ce qu'on ne voit pas est souvent plus important que ce qu'on voit. C'est fascinant comme histoire. Donc, l'armée a renforcé les moteurs? Oui. Et le taux de survie a grimpé en flèche. Mais le problème, Sarah, c'est qu'aujourd'hui, on ne pilote pas des bombardiers, mais on fait exactement la même erreur dans nos vies et dans le business. On passe notre temps à blinder les ailes alors qu'on devrait protéger le moteur. Alors, justement, faisons le lien avec le monde d'aujourd'hui. Tu disais tout à l'heure que ça s'applique au business. On a tous en tête l'image du jeune génie qui arrête l'université, le fameux drop-out, et qui monte un empire dans son garage. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. C'est l'exemple classique. On nous vend ce récit en permanence. Si tu vas dans une librairie au rayon business, tu vas voir des dizaines de biographies de ces types-là. Et le message implicite, ou même explicite parfois, c'est que l'école ne sert à rien, que le système académique te bride, et que pour réussir, il faut avoir le courage de tout plaquer et de suivre sa passion dans un garage. C'est vrai que c'est séduisant. Ça donne l'impression que le diplôme est une perte de temps. Mais c'est du biais du survivant pur et dur. Pour chaque Bill Gates qui a arrêté Harvard et fondé Microsoft, combien y a-t-il de milliers d'étudiants qui ont arrêté l'université, qui ont essayé de monter une boîte, qui ont fait faillite au bout de 6 mois et qui se sont retrouvés sans diplôme, endettés et au chômage? On n'en entend jamais parler de cela. Jamais. Ils sont invisibles. Ils sont dans le cimetière des données. Personne n'écrit la biographie d'un type qui a raté sa start-up et qui travaille maintenant comme assistant manager dans un fast-food pour rembourser ses dettes. Pourtant, ces gens-là ont fait exactement la même chose que Bill Gates au départ. Ils ont pris les mêmes risques. Ils ont quitté l'école. Donc, si je comprends bien, si on regarde l'ensemble des données, quitter l'école est statistiquement une très mauvaise idée, même si les exceptions les plus visibles ont réussi.
Exactement. Si tu ne regardes que les milliardaires, tu te dis que 100% d'entre eux ont pris des risques fous, donc tu te dis que le risque mène à la richesse. Mais si tu inclus le cimetière silencieux, tu réalises que le risque mène le plus souvent à la ruine. Le succès de Bill Gates ne vient pas forcément du fait qu'il a quitté l'école. Il a réussi malgré le fait qu'il a quitté l'école, ou grâce à un ensemble de circonstances exceptionnelles qu'on ne peut pas reproduire. C'est un peu déprimant ce que tu dis, Thomas. Ça veut dire qu'on ne peut rien apprendre des gens qui réussissent ? Si, on peut apprendre, mais il faut être hyper prudent. Il faut arrêter de chercher des relations de cause à effet là où il n'y en a pas. Regarde le monde de la musique ou du cinéma, c'est encore pire. Ah oui, l'acteur qui débarque à Hollywood avec 50 $ en poche et qui devient une star. Voilà. Et quand il reçoit son Oscar, qu'est-ce qu'il dit dans son discours ? Il dit « Croyez en vos rêves, n'abandonnez jamais. Regardez-moi, j'ai persévéré et j'ai réussi. » C'est le discours standard. Mais c'est un conseil terrible, parce que pour cet acteur sur scène, il y a 10 000 serveurs et serveuses à Los Angeles qui sont tout aussi talentueux, tout aussi beaux, qui ont travaillé tout aussi dur, qui n'ont jamais abandonné pendant 20 ans et qui n'ont jamais eu le rôle. En ne donnant la parole qu'aux gagnants, on valide l'idée que le travail acharné suffit, alors que la réalité, c'est que le facteur chance, le timing, les rencontres, jouent un rôle immense que le survivant a tendance à minimiser. Il minimise la chance pour s'attribuer tout le mérite. C'est humain. C'est humain, mais c'est dangereux pour ceux qui écoutent. Ça crée une illusion de contrôle. On pense qu'on contrôle notre destin alors qu'on navigue dans un système chaotique. Parlons justement du danger concret pour nos auditeurs. Parce que là, on parle de stars et de milliardaires, mais comment ce biais affecte, disons, mes décisions d'investissement ou ma carrière au quotidien ? Oh, c'est partout. Prends la finance, les fonds d'investissement. Tu reçois une brochure de ta banque qui te montre les performances d'une sélection de fonds mutuels. Et tu vois que tous les fonds présentés ont une croissance moyenne de 8 ou 10% sur les 10 dernières années. Tu te dis, c'est génial, c'est des pros. Bah oui, les chiffres sont là. Mais où sont les fonds qui ont perdu de l'argent ? Ils ne sont pas dans la brochure ? Non seulement ils ne sont pas dans la brochure, mais souvent ils n'existent plus. Quand un fonds performe mal pendant 2 ou 3 ans, la banque le ferme, elle le liquide, elle efface les traces. Donc quand tu regardes l'historique des fonds disponibles aujourd'hui, tu ne regardes que les survivants. Tu surestimes complètement la performance réelle du marché et la compétence des gestionnaires. Tu investis ton argent basé sur une vision tronquée de la réalité. C'est vicieux. C'est comme si on allait dans un casino et qu'on ne voyait que les gens qui gagnent jackpot parce que les perdants sortent par la porte de derrière. C'est la meilleure analogie possible. Et ça s'applique aussi aux routines de productivité. C'est très à la mode ça. La routine matinale d'Elon Musk, la diète de Steve Jobs, les habitudes de lecture de Warren Buffett. Oui, les articles du genre 5 choses que les gens qui réussissent font avant 8 h du matin. Je clique tout le temps là-dessus, j'avoue. Et c'est normal, on cherche la recette. Mais c'est absurde. Imagine que tu découvres qu'Elon Musk mange des tartines au beurre de cacahuète tous les matins. Est-ce que tu penses vraiment que si tu manges du beurre de cacahuète, tu vas envoyer des frisées sur Mars ? Vu comme ça, c'est ridicule. Mais c'est ce qu'on fait quand on copie leurs habitudes de travail. On copie des caractéristiques superficielles en espérant obtenir le même résultat profond. Peut-être que Musk réussit non pas grâce à sa routine matinale, mais parce qu'il a une tolérance au risque hors du commun et une capacité intellectuelle spécifique. Sa routine, c'est juste du bruit, c'est les impacts de balles sur les ailes, ce n'est pas le moteur. Et pire, peut-être qu'il y a des gens qui se lèvent à 4 h du matin, prennent des douches froides, méditent et qui échouent lamentablement. Absolument. Il y a sûrement plein de gens totalement inefficaces qui se lèvent à 4 h du matin. Mais comme on ne les interviewe pas dans Forbes, on associe le réveil matinal au succès. C'est une fausse corrélation. Alors Thomas, maintenant qu'on a bien démoli les rêves de tout le monde, qu'on a dit que copier les gagnants ne marche pas et que les données sont truquées, on fait quoi ? C'est quoi la solution ? Comment on prend de meilleures décisions ? La solution, c'est de devenir un peu comme Abraham Wilde. Il faut arrêter d'être obsédé par le succès et commencer à étudier l'échec. Étudier l'échec, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que quand tu veux lancer un projet, ne regarde pas seulement ceux qui ont réussi ce projet. Cherche activement ceux qui ont essayé et qui ont raté. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont fait la même chose que les gagnants ? Si je veux ouvrir un restaurant, je ne dois pas seulement lire l'autobiographie de Philippe Etchebest, je dois aller parler aux patrons des restos de mon quartier qui ont mis la clé sous la porte l'année dernière. Exactement. C'est là que tu vas trouver les vraies données. C'est là que tu vas apprendre les vrais pièges. Si tu vois que les gagnants et les perdants travaillaient tous 15 heures par jour, alors tu sais que travailler 15 heures par jour n'est pas le facteur décisif. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Par contre, si tu vois que tous les perdants avaient un problème de gestion de trésorerie, là tu as trouvé ton moteur. Là tu as trouvé l'endroit vulnérable. C'est de la connaissance par la négative en fait. Oui, Nassim Taleb appelle ça la via negativa. Savoir ce qu'il ne faut pas faire est souvent plus utile que de savoir ce qu'il faut faire. L'échec laisse des traces beaucoup plus fiables que le succès, parce que le succès peut être dû à la chance, alors que l'échec est souvent dû à une cause précise, une erreur structurelle, un moteur touché. Donc on doit aller chercher l'information manquante, celle qui ne saute pas aux yeux. Toujours se demander qui ne parle pas, qui est absent de la table. Si on te présente une nouvelle méthode miracle pour maigrir avec des photos avant-après époustouflantes, demande-toi, où sont les photos de ceux pour qui ça n'a pas marché ? Elles existent, c'est sûr. C'est un changement de mentalité complet. On passe de l'admiration naïve à l'enquête critique. C'est ça qui te donnera un avantage stratégique. Pendant que tout le monde essaie de copier la peinture sur les ailes de l'avion victorieux, toi tu es en train de renforcer le moteur, parce que tu as compris pourquoi les autres ne sont pas rentrés. Merci Thomas. Je crois que je ne regarderai plus jamais les success stories de la même manière. C'est le but. Restez sceptiques, cherchez les silencieux. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un autre épisode. D'ici là, n'oubliez pas,
Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les impacts de balles qu'ils ne sont pas là. À bientôt.